Il y a des marques qui ont changé le monde. Ferrari, Porsche, Lotus, McLaren, Lamborghini, et puis... il y a TVR. Une marque qui, plutôt que d'apprendre à danser, a décidé de foncer tête baissée dans la sono, de cramer le plancher, de pisser, de chier sur les murs, de sortir le DJ de sa cabine et de hurler YOLO! Aujourd'hui, on va vous parler d'un tout petit constructeur britannique dont le nom est synonyme de puissance brute, de design de barjot, d'absence totale de filtre ou d'aide électronique. C'est TVR! Mais avant ça, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, Car Vertical. Mais pas Car Vertical dont vous avez l'habitude d'entendre parler. Non, Car Vertical dédié aux professionnels. Bah oui, si vous êtes un professionnel de la vente automobile, vous le connaissez ce sentiment d'avoir acheté une voiture comme neuve, qui dans sa vie a en réalité eu plus d'accidents que de vidanges. Grâce à Car Vertical, vous pouvez obtenir l'historique complet d'un véhicule. Accident, kilométrage trafiqué, un Porsche loup, ou même savoir s'il a été volé. Ou peut-être juste mal aimé, comme mon monosourcil sur YouTube. Et Car Vertical, c'est pas juste une lubie youtubeur. En France, il y a d'énormes marques de grosses franchises comme Simplicicar, Jeanlin ou Excelcar qui l'utilisent déjà. Et vous savez quoi? Boum, 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 boum. 21% de clics en plus lorsqu'il y a le petit macaron Car Vertical sur leurs petites annonces. Des estimations beaucoup plus rapides vu que tu connais l'historique de la voiture. Et enfin, une confiance client améliorée, j'ai pas besoin de te faire un dessin pour ça. Et là, rien que pour toi, professionnel de l'automobile, c'est cadeau. 5 rapports Car Vertical gratuits si tu cliques sur le lien en description et que tu remplis le formulaire. Mais attention, bande de petits malins, cette offre, elle est uniquement réservée aux professionnels. Si vous êtes là pour vendre la 107 de mamie et que vous voulez un rapport Car Vertical, passez votre chemin. Ou alors, rendez-vous sur nos précédentes vidéos, plutôt sous nos précédentes vidéos, vous y trouverez le lien Car Vertical réservé aux particuliers. Cliquez sur le lien en description ou en commentaire épinglé, flashez le code qui s'affiche à l'image et bénéficiez de 5 rapports gratuits, histoire de tester le service avant de l'adopter. Allez, c'est parti pour l'histoire de TVR. TVR, c'est un peu le punk du monde automobile. Et l'histoire de cette marque, elle commence bien avant la Griffith, bien avant la Cerbera Speed 12 ou encore la Sagaris. Pour comprendre TVR, il faut retourner à Blackpool en 1947 parce que c'est là que tout a commencé. Trevor Wilkinson n'a que 23 ans lorsqu'il fonde TVR Engineering. Le gars est jeune, débrouillard et c'est un mécano dans l'âme. Et Trevor, il est persuadé d'une chose, c'est qu'il peut concevoir une voiture meilleure que tout ce que tu peux trouver dans le commerce à l'époque. Du coup, Trevor, il achète un petit garage à Blackpool, dans le nord de l'Angleterre, et il se met à bricoler. Mais pour de vrai, hein, il bricole. Il récupère des pièces de Ford, des moteurs de Morris, il monte des pièces un petit peu au hasard et à la fin, il y a une voiture qui naît de tout ce bricolage. Et cette voiture, c'est la TVR One. Un châssis tubulaire en acier, un moteur de Ford 100E, une transmission de Morris 8, vous avez prévenu, c'est un petit peu Frankenstein cette voiture. Pas très sexy au premier abord, mais il y a déjà beaucoup d'intelligence dans la conception et la construction. Cette voiture, il l'assemble avec amour, à la sueur de son front. Il la peint en vert et il la vend 325 livres sterling. Génial, il a vendu sa première voiture, sauf que quelques jours plus tard, elle se crache. Oh le con! Mais cette mésaventure est loin de décourager Trevor, il récupère la carcasse de la voiture accidentée, il la démonte et il en fait une donneuse pour les voitures suivantes. Dès le début, Trevor, il a une philosophie simple. Légèreté plus puissance égale sensation forte. Il s'en bat les couilles du confort, il s'en bat les couilles des normes, mais surtout il s'en bat les couilles des aides électroniques. Ok, elles n'existaient pas, mais il s'en battait les couilles quand même. Et chaque voiture qu'il conçoit est quasiment un modèle unique. Et pour le nom TVR, bah soit vous êtes complètement con et vous avez pas encore compris, soit vous vous êtes rendu compte que c'était Trevor à quoi on avait enlevé quelques lettres. Voilà, t'es content? Au moins t'auras appris un truc aujourd'hui et tu te coucheras moins con. Après le crash de la TVR One, Trevor il se remet à bosser, il sort une nouvelle voiture et comme c'est la deuxième, il l'appelle la TVR 2. Dans sa conception, elle est toujours artisanale, mais elle est un peu plus aboutie. Sous le capot, un moteur Ford qui développe désormais 36 chevaux. Rapide, je suis rapide. Sa carrosserie a une silhouette vaguement sportive et surtout, elle existe encore aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai miracle. Et petit à petit, TVR passe du tout petit artisan dans un atelier ridicule à un constructeur qui va bientôt sortir une voiture de série. C'est d'ailleurs en 1953 que Trevor présente sa première voiture de série, justement, la TVR Sport Saloon, ou SS, sauf qu'en 53, c'était pas trop le moment d'appeler une voiture comme ça. Attention, je vous parle de voiture de série, elle a été produite à 20 exemplaires, la Sport Saloon, mais c'est déjà énorme pour un type qui construisait les voitures en exemplaires uniques. Mais la vraie révolution, c'est pas les 20 exemplaires, non, la vraie révolution, c'est la fibre de verre. Et ouais, on est en 1953 et Trevor il a déjà l'idée révolutionnaire de laisser tomber l'acier pour ses carrosseries pour le remplacer par la fibre de verre, qui est une matière très peu connue et que très peu de gens travaillent à l'époque, mais ça lui permet d'alléger ses voitures et de leur donner la forme qu'il a envie de leur donner. Ah, et il y a autre chose aussi, la fibre de verre, ça coûte moins cher que l'acier. Du coup, Trevor, ça lui permet de gagner plus d'argent. Et en parlant d'argent, justement, à l'époque, quand t'étais un petit constructeur anglais et que tu voulais exporter tes voitures dans d'autres pays, et ben tes clients ils devaient payer des taxes très chères parfois. Du coup, Trevor il a une idée de génie, c'est de vendre ses voitures en kit. Du coup, ces voitures il
les envoyer dans des boîtes à ses clients qui se débrouillaient pour les monter eux-mêmes ou les faire monter par des mécanos sur place. C'est certainement aussi pour ça que pas mal de ses clients finissaient eux-mêmes dans des boîtes au bout de 2 virages. Mais Trevor, il aime vraiment l'argent, alors exporter quelques voitures dans des boîtes, c'est pas assez pour lui. Lui, ce qu'il veut, c'est l'Amérique, le plus gros marché automobile du monde. Oh yeah. Le problème quand on veut conquérir le plus gros marché automobile du monde, c'est qu'on a besoin de financement. Et Trevor, il n'en avait pas des financements. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il prend son petit carnet et il appelle ses clients un par un pour qu'ils deviennent mécènes de l'exportation de TVR aux États-Unis. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Jusqu'au moment où il tombe sur un Ray Seidel, un mec pété de thunes qui adore TVR et qui accepte de le suivre à la seule condition que sous le capot des TVR qui seront exportés aux États-Unis, le moteur ce soit un Coventry Climax. Ah, et il y a une deuxième condition aussi, que ces voitures, celles qui vont être exportées aux États-Unis, elles portent le nom de ces 2 filles. Tu vas pas donner 2 noms à une bagnole quand même. Non, mais tu vas mixer 2 prénoms. Les filles, elles s'appelaient Johanna et Margaret. La voiture, elle s'appelle Jomar. Heureusement que ces filles, elles s'appelaient pas Anne et Pascal. Il avait tout ce qu'il fallait pour conquérir l'Amérique. Une bagnole avec un super moteur, avec un nom de merde et les financements qui allaient avec. Résultat, il en vend 9. Un échec total, mais il en faut plus pour décourager Trevor. Du coup, Trevor, il tente une nouvelle approche. Vous savez ce que c'est? Trouver un nouveau mécène. Oh shit. Here we go again. Un industriel de la fibre de verre qui s'appelait Bernard Williams et dont l'entreprise s'appelle Grantura. Et ensemble, ils vont concevoir une voiture qui est légère, élégante, enfin selon les standards de l'époque, propulsée par des moteurs Ford ou des moteurs MG. Son nom, encore une fois, ils sont pas allés chercher très loin. Elle s'appellera Grantura, comme l'entreprise de Bernard Williams. Et la Grantura sera produite à une centaine d'exemplaires, ce qui est déjà 5 fois plus que celle qui était déjà produite... Trop de calcul pour moi. Mais la vraie révolution va venir un petit peu plus tard, avec un Américain qui s'appelle Jack Griffith. Griffith, il débarque avec ses Santiago et son gros Stetson sur la tête chez TVR, il regarde la Grantura et il dit « Cette voiture, dedans il faut mettre un V8, et aussi il faut l'appeler Griffith, comme moi !» Et c'est ce qu'ils ont fait, la Grantura devient Griffith, et sous son capot, désormais, il y a un V8 Ford qui développe 271 chevaux, dans une voiture qui fait 900 kg. Un putain de missile. Mais cette montée en puissance là, c'est que des apparences, parce qu'il a beau être passé d'1 à 20 puis 100 voitures, Trevor, il est complètement ruiné. Au fur et à mesure du temps, il a vendu encore et encore des parts de sa propre boîte de TVR, jusqu'à ne plus être majoritaire et même ne plus du tout être propriétaire de la marque. Ce qui fait qu'en 1962, Trevor, ciao TVR, il s'en va. Trevor s'en va, lui, mais Griffith, il reste et il vend des voitures aux États-Unis notamment, jusqu'en 1965 où, manque de peau, grève des dockers, les exportations sont bloquées. Au bout d'un moment, Jack Griffith, il en a marre de perdre des thunes, il peut plus importer des TVR aux États-Unis, ce qui fait qu'il va rompre son contrat avec TVR, qui perd son principal marché. Et là, c'est le début de la fin, TVR se met à couler, jusqu'à déposer le bilan. On est en 1965, la boîte est en liquidation judiciaire, plus personne ne croit en TVR. Plus personne, sauf 2 hommes. Arthur et Martin, ou Martine, je sais pas comment on dit là-bas. Là, il est père et fils. Ou Phil, je sais pas comment on dit. Ce mec et son fils, ce sont 2 passionnés qui sont d'abord des clients de TVR. Bah oui, Martin, il possède lui-même une Griffith. Ils adorent la marque et ils ont même investi un petit peu de sous dans des actions de TVR au fur et à mesure des années. Alors quand tout part en vrille pour TVR, ils refusent de rester spectateurs de ça et comme ils ont un peu de thunes, ils rachètent la marque. Et ils vont tenter le tout pour ramener TVR sur le devant de la scène. Allez les gars, on compte sur vous, on y va, allez! Nouvelle usine, nouvelle énergie, mais un peu les mêmes galères quand même. Les débuts sous l'ère des Liley sont un petit peu chaotiques. Les carnets de commandes sont maigres, c'est logique, ils ont perdu leur plus gros marché. Les fournisseurs sont devenus hyper méfiants parce qu'ils savent que la boîte n'a plus d'argent et ils ont peur de pas être payés. Les ouvriers peinent à terminer les voitures, mais lentement, très lentement, TVR redémarre. En 1970, TVR quitte son tout petit atelier pour aller dans une nouvelle usine beaucoup plus grande à Hull Hill. Où ça ? Hull Hill, à Hull Hill. Et là, miracle, la production grimpe, jusqu'à 25 voitures par mois. Et les modèles évoluent, arrive la Tuscan, en V6 et en V8, la Vixen et la Taimar. Les noms, franchement les gars. Le châssis est basé sur les précédents modèles, sauf qu'au fur et à mesure des années, il a été amélioré encore et encore et encore. Et les moteurs, ce sont toujours des emprunts ou des swaps, appelez ça comme vous voulez, qui viennent de chez Ford, de chez MG ou de chez Triumph. Côté design, c'était parfois joli, parfois vintage, parfois beaucoup moins joli, parfois expérimental. Mais heureusement, pour contrebalancer, ils avaient un marketing solide. On est au salon de l'automobile de Londres en 1971. Tous les constructeurs sont présents. Sur chaque stand, tout est nickel. Les hôtesses sont tirées à 4 épingles, les enfants vous voient leurs parents, tout le monde est poli, sauf TVR, qui se dit que des hôtesses c'est bien, mais des hôtesses à poil, c'est mieux. Du coup, ils apportent des bagnoles, et sur les voitures, ils te mettent des meufs à poil. Mais les gars, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je dis pas bordel parce qu'il y a des nanas à poil, putain, laissez-moi tranquille. Résultat,
Résultat, la presse est outrée. Tu m'étonnes, les visiteurs sont médusés, les enfants sont traumatisés, et le stand TVR est le plus visité du salon. On se demande bien par qui. Allez, Dédé. Dédé, il a une descente, j'aurais pas la monter à vélo, tiens. Certains diront que ça a été une idée marketing de génie, sauf que en réalité, vu avec notre regard d'aujourd'hui, c'est juste gênant et sexy. Il n'empêche, et qu'on le veuille ou non, ce truc-là, ça a été une réussite. Mais dans la vie, tout ne peut pas être une réussite. On est en 1980 et TVR dévoile un nouveau modèle, la Tasmin. Toujours un nom aussi pourri. Et avec la Tasmin, le problème, c'est le design. Même si c'est un truc qui passait un petit peu au second plan chez TVR jusqu'ici, les fans de la marque, les clients qui achetaient ou rachetaient des modèles, pour eux c'était important de retrouver leur petit quand ils étaient devant une TVR. Sauf que là, la Tasmin, c'est fini les angles, c'est fini les courbes, c'est fini la sensualité. Non, la voiture elle est toute carrée, géométrique, cyberpunk avant l'heure. Les puristes de la marque crient à la trahison. Trahison! Les ventes chutent et c'est le début d'une nouvelle période de galère pour TVR. Bon, nos clients européens trouvent que la Tasmin est moche. Si on l'envoie aux États-Unis, ils l'achèteront là-bas. C'est le plus gros marché automobile du monde. Du coup, TVR ils font quoi? Ils prennent 25 Tasmin et ils les exportent direction les États-Unis. Et comme aux États-Unis, la couleur des feux, des clignotants, des freins, tout ça, c'est pas exactement la même chose. Les pare-chocs n'ont pas la même taille. Et ben, avant d'envoyer une TVR d'Europe vers les États-Unis, il faut d'abord l'homologuer, changer toutes ces pièces qui vont faire qu'elle sera acceptée aux États-Unis. Ben, vous savez quoi? TVR, ils ont mis les voitures dans le conteneur et ils ont oublié de les homologuer. Putain de génie! Résultat, les voitures elles arrivent aux États-Unis, les douaniers ils ouvrent le conteneur, elles sont pas homologuées, ils les détruisent. Ferme dans ta gueule! Et pour TVR, bah c'est une catastrophe financière. 25 voitures, vous vous rendez compte ce que ça représente pour un si petit constructeur? Ciao, bye. Après avoir tenu TVR à bout de bras et à force de passion, et ben les Laillet, ils jettent l'éponge. En 1981, Arthur et Martin revendent la marque TVR à un moustachu qui s'appelle Peter Wheeler. Peter Wheeler. Et en 1981, TVR, c'est une marque, une coquille vide, une entreprise avec 600 000 livres de dettes et une usine qui ressemble plus à une déchetterie qu'à un truc où on construit des voitures. Et c'est dans cet énorme bordel que débarque Peter Wheeler, chimiste de métier, moustachu, barbu, amateur de chasse et de grosses cylindrées. Un type vraiment excentrique. Mais du coup, Peter, pourquoi est-ce qu'il rachète la marque, me direz-vous? Bah, parce qu'il adorait les TVR. Il en possédait une lui-même, sauf que comme elle était tout le temps en panne et qu'il avait beaucoup de thunes dans les poches, il s'est dit, je vais racheter la marque et je vais faire mieux. Des TVR, mais fiables. Ok, cool. Peter, c'est pas un industriel, c'est pas un mécanicien, c'est pas un ingénieur. Non, rien de tout ça. Il aime la chasse. Et je crois qu'il faisait partie des gens qui étaient venus sur le stand TVR quand il y avait des nanas à poil. Il est convaincu de savoir ce que veulent les passionnés et il va le faire pour que TVR redevienne une grande marque. Eh ben bon courage, hein. Sa philosophie à lui, pour vendre des voitures de sport à des gens, elle est super simple. Je le cite. Une voiture doit faire peur, sinon, à quoi bon? C'est tout. Et la première décision de Peter, c'est de sauver la Tasmin, qui se vendait pas parce que les fans de la marque la trouvaient très moche. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il met sous le capot un moteur encore plus gros. Comme ça, c'est pas grave, elle est moche, mais elle va très vite. Et le nom, il le change. Elle s'appelle plus Tasmin, mais TVR 350i. Comme ça, les clients débiles, ils y verront que du feu. 190 chevaux, 1000 kg, pure propulsion, aucune aide à la conduite, elle est brute, réactif, le moteur hurle et vous savez quoi? Ça marche. Et comme ça marche, Peter, il décline cette recette à toutes les sauces. 390 SE, 420 SE, 450 SEAC en Kevlar et jusqu'à 325 chevaux sous le capot pour la plus extrême d'entre elles. Et vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit que Peter Wheeler, ce qu'il aimait dans la vie, c'était la chasse. Et je vous ai dit aussi que c'était un gars un peu excentrique. Et bah si vous voulez un exemple ou une preuve, Peter, il s'était fait construire sa propre voiture de fonction, unique au monde, sa TVR à lui, qui s'appelle la White Elephant. Pourquoi? J'en sais rien, j'imagine qu'il rêvait de tirer sur un éléphant, ce gros connard, donc il a appelé sa voiture la White Elephant. Cette bagnole, c'est un prototype unique avec un V8 Holden de 440 chevaux sous le capot et une vitesse de pointe estimée à 300 km/h. Mais c'est pas tout, si vous pensiez que l'excentricité s'arrêtait là, vous vous mettez un doigt dans l'œil, les deux même. Les particularités de cette voiture, c'est qu'à l'arrière, il y avait un siège, une seule petite place. Vous savez pour qui? Pour son chien, pour son putain de clébard. Oui, et c'est pas fini. À l'avant, sur le tableau de bord, il y avait un logement spécial, vous savez pourquoi? Pour son fusil de chasse. Le mec était complètement fou, il roulait à 300 km/h dans une barquette, son chien à l'arrière et un fusil de chasse dans le tableau de bord. Merde! Vous imaginez un petit peu croiser ce type sur l'autobahn qui vous double à 300 km/h, le chien la langue qui pend et lui le fusil en l'air. Ah, et dernière particularité de cette voiture, elle ne pouvait être conduite que par lui, que par Peter Wheeler. Enfin, par quelqu'un qui faisait exactement sa taille, 1m98, parce que rien n'était réglable. Elle était faite pour un type qui mesure 1m98 et c'est tout. On ferme la parenthèse sur les fantasmes un peu chelous de Peter Wheeler et on revient au modèle de série. Parce qu'à ce niveau-là, l'usine là, elle carbure, et pas qu'un peu. En 1986, TVR dévoile la S-Series, un petit cabriolet au look vintage motorisé par un V6 Ford. Un design qui se reconnaît parmi 1000 du coup, gros succès, 2500 exemplaires vendus. Mais ce sacré Peter avait toujours quelque chose à compenser. La V6S deviendra bientôt V8S, plus musclé. Et comme c'est pas encore assez viril, il va en faire une autre en collaboration avec Penthouse, un magazine érotique. Comme ça, il y a
a de la testostérone dedans. On est en 1991, TVR a retrouvé une santé financière béton et décide de rentrer dans la cour des grands, celle des supercars. Et pour rentrer dans la cour des grands en grande pompe, il ressuscite un modèle iconique de TVR, la Griffith. Ligne sculpturale, V8 Rover, 1100 kg, c'est beau, c'est puissant, c'est mémorable. Elle devient culte dès sa présentation et elle marque un virage. TVR n'est plus seulement une bizarrerie britannique, non, c'est une vraie alternative au Porsche et au Lotus. Juste après, en 1992, TVR présente la Chimera. Plus polyvalente, un peu moins radicale, mais attention, il n'y a toujours pas d'ABS ni de SP. La Chimera, c'est la voiture pour les puristes qui veulent un minimum de confort, pas des clous qui te rentrent dans les côtes. Et ça va être un carton commercial, 5000 unités vendues. TVR est lancé sur l'autobahn du YOLO, plus rien ne peut les arrêter. En 1996, ils présentent la Cerbera, premier modèle dont ils ont conçu eux-mêmes non seulement la bagnole, mais aussi le moteur. La Cerbera, c'est un coupé 2+2 qui ressemble à aucune autre voiture que vous ayez jamais vue dans votre vie. Et sous le capot, un 6 cylindres en ligne ou un V8 maison. La version V8 développera jusqu'à 420 chevaux pour à peine 1100 kg sur la balance et aucune aide à la conduite. Et parce qu'une citation de Jeremy Clarkson vaut 1000 mots... My rectum has just opened like a set of theatre curtains. Non, pas celle-là! And this. Fast. Very, very fast. L'entrée dans la cour des grands, voire même des très grands, ça y est, c'est bon. Avec la Cerbera, TVR a acquis ses vraies lettres de noblesse. Mais quand on est le patron de TVR, on a toujours un truc à compenser. Et à cette époque-là, ce que TVR veut absolument, c'est le Mans. Et pour participer au Mans, il faut une voiture, ça ils ont. Mais il faut aussi un moteur qui peut rouler vite, super vite, pendant 24 heures. Du coup, ils prennent 2 600 lignes de Cerbera et ils les collent ensemble pour faire un V12. 7 litres 7, 960 chevaux. La Cerbera Speed 12 est née. Enfin, 960 chevaux, c'est une estimation en réalité, parce que quand ils l'ont passé sur le banc, ils ont cassé le banc tellement elle était puissante. Mais comme ils n'avaient pas d'autre banc, pour estimer la puissance de ce V12, ils ont repris un 600 lignes qu'ils ont passé sur le banc. Il sortait 480 chevaux. Ils ont multiplié par 2, 960. Et à l'époque, personne chez TVR n'avait plus de précision à apporter au sujet de la puissance de ce moteur, parce qu'ils n'avaient aucun outil pour le mesurer. Bonjour, bienvenue au Mans. Quelle puissance fait votre voiture? Oui. Non mais quelle puissance fait votre voiture? Oui, oui. Malheureusement, la réglementation des 24 heures du Mans va changer, alors que la voiture n'est pas encore terminée, et elle ne pourra donc jamais participer à cette compétition. Du coup, Peter il se retrouve avec une Speed 12 sur les bras et il sait pas trop quoi en faire. Il se dit bah tiens, si j'en faisais une voiture de série que je vendais à mes clients. Et vous vous rappelez de sa philosophie, de son credo? Une voiture doit faire peur, sinon, à quoi bon? Bah Peter, la Speed 12, il l'a essayé. Il a fait un petit tour, il est revenu, il a rendu les clés. Il a dit jamais on vend ça. Cette voiture, elle me fait beaucoup trop peur, elle est trop dangereuse. Dans la cave, Peter Wheeler et la Cerbera Speed 12, jamais. Enfin, si, sauf une fois au chalet. Excepté une fois au chalet. Ouais, parce qu'il y a un client qui a été tellement insistant, tellement insistant avec Peter qu'il a fini par accepter de lui en vendre une. J'imagine que Peter Wheeler a dû lui faire signer un paquet de décharges bien gros. On est à la fin des années 90, début des années 2000. TVR est pété de thunes et enchaîne les délires les uns après les autres. La Tuscane d'abord, avec 400 chevaux, un tableau de bord d'OVNI que vous avez peut-être vu passer dans un film complètement pourri qui s'appelle Basic Instinct 2. La Tamora, plus petite, plus accessible, un peu flop commercial, moins de 200 ventes au total. La T350, une sorte de GT2, une voiture de course, mais pour la route, très appréciée des fans et des suicidaires. Et en 2004, TVR sort le boss de fin, la Sagaris. Même le Stig dans Top Gear UK à l'époque refusera de boucler un tour complet avec parce qu'il la déclare trop imprévisible, alors que Jeremy Clarkson dira que c'est la meilleure TVR jamais construite. Et si TVR était resté sur sa fin, avec sa Speed 12 qui n'a jamais pu aller aux 24 heures du Mans, eh ben ils vont y revenir de 2003 à 2005. Ils vont jamais faire de très bons résultats, mais le symbole est là. TVR joue dans la cour des grands, des très grands. Peter Wheeler quitte TVR en 2004. Et même s'il était super chelou, ce type aura laissé une empreinte indélébile et fait de TVR une marque iconique des voitures de passionnés pour les passionnés. Et après 23 ans à la tête de TVR, il tire sa révérence. Il était fatigué par les normes environnementales toujours plus difficiles à respecter, par les obligations de sécurité. Bah oui, faire une voiture qui tue pas son pilote quand elle se crash, c'est pour les faibles. En un mot, Peter il avait fait son temps, il avait vieilli, et il était désormais convaincu que c'était mieux avant, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, et on peut plus faire des voitures fun. Et il cède l'entreprise TVR pour 15 millions de livres à un jeune acheteur. Un très jeune acheteur. Un très jeune acheteur. Vraiment jeune. Son nom, Nikolai Smolensky. 24 ans, fils d'oligarque russe, multimilliardaire, pété de thunes, il en chie par les oreilles. Mais il est passionné d'automobile, il aime bien la bagnole, pour de vrai. Et il arrive avec de grandes idées. Déjà, on va améliorer la finition et la qualité de fabrication des TVR. C'est bien. Ensuite, on va rendre nos modèles plus fiables. C'est très bien aussi. On va exporter à l'international. Très bonne idée. On va électrifier certains modèles. Ta gueule! Bref, Nikolai, ce qu'il veut, lui, c'est premiumiser TVR pour que ça devienne plus une marque artisanale, mais un vrai truc industriel nickel. Mais Nikolai, il va déchanter. Vite.
très vite. Parce qu'au moment de la transaction, quand Peter Wheeler, vous vous souvenez, Papy Zinzin, Une voiture doit faire peur. quand il a vendu la marque TVR à Nicolaï, il lui a vendu la marque, mais pas l'usine, pas les murs. Et Papy Zinzin, il va pas renouveler le bail de Nicolaï, qui va se retrouver avec une marque, mais pas d'outil de production. Du coup, Smolenski, il se dit, ok, d'accord, bas les couilles, je suis milliardaire. L'usine, je vais la reconstruire chez moi, là-bas, à l'Est, en Russie. On va refaire des voitures. Sauf que la communauté TVR, elle était pas d'accord. Bah ouais, TVR, c'est une marque britannique. Elle est ancrée dans son pays d'origine. Tu peux pas prendre ça et faire construire les voitures à 5000 km de là. Jamais les gens te suivront. Les gens sont tellement attachés à TVR qu'il y a même des manifestations qui éclatent devant l'usine. Les employés, ils refusent de quitter le site. Et les médias s'emparent de l'affaire et crient au scandale. Et face à la pression populaire, Smolenski décide de faire machine arrière. Sauf que le mal est fait, c'est trop tard. En 2006, l'usine ferme. Et comme un signe que TVR c'est fini pour de vrai, en 2008, Trevor Wilkinson décède et en 2009, c'est Peter Wheeler qui le suit. Nikolaï Smolenski va encore tenter quelques trucs, mais il n'y a rien qui va aboutir et la marque va vraiment finir par s'arrêter. S'arrêter jusqu'en 2013, l'année où un entrepreneur britannique va racheter la marque. Ce type, il s'appelle Les Edgar et ça a l'air d'être du sérieux. Déjà, pour commencer, il s'associe avec Gordon Murray. Et si vous savez pas qui c'est, allez regarder le T5M qui est consacré à ce type, c'est un putain de génie. Et pour motoriser ses voitures, il fait appel aux meilleurs, ou presque les meilleurs, Cosworth, pour développer un V8 atmosphérique du feu de Dieu. Tout ça dans l'objectif de créer un nouveau modèle, la Griffith 2, même si c'est la 3e du nom. Parce qu'on n'est pas à une incohérence près. Et cette voiture, elle existe pour de vrai. En 2017, il la présente à Goodwood et elle fait une sensation incroyable. V8 Cosworth, 5 litres, 500 chevaux, propulsion, boîte méca, châssis ultra léger iStream made in Gordon Murray et un design rétro-moderne sublimissime. Les passionnés, la communauté TVR, ils sont encore là et ils crient au miracle. Il y a 500 précommandes qui sont passées tout de suite là-bas, à Goodwood. TVR est de retour! Ben non, TVR n'est pas de retour, le rêve va s'effondrer encore. À cause de problèmes d'homologation, à cause de financement du pays de Galles qui sont jamais arrivés, à cause d'engueulades entre les investisseurs, mais aussi à cause d'un petit truc qui s'appelle le Covid-19. Ce qui fait que TVR n'a jamais été de retour et qu'aucune des 500 précommandes n'a été livrée. On est en 2025, l'encéphalogramme de TVR est toujours parfaitement plat et vu l'état du marché automobile mondial, ça m'étonnerait qu'on les revoie un jour. Ou alors peut-être rachetés par des Chinois ou des Indiens qui vont nous faire des très beaux SUV full électriques qui s'appelleront TVR. Et même si plus aucune voiture n'est sortie de l'usine TVR depuis longtemps, eh ben, ces voitures, elles continuent de nous faire rêver dans les jeux vidéo, dans la rue quand on les voit passer, ou à leur volant si on a la chance d'en posséder une. D'ailleurs, si vous en possédez une, profitez-en encore, parce qu'elle va peut-être vous tuer bientôt. TVR, c'était, c'est encore aujourd'hui, et ça va être encore pour longtemps le symbole de l'automobile sans compromis. Le plaisir à l'état brut, la mécanique comme acte de foi, trouver n'importe quelle expression compliquée que vous voulez, c'est juste pour dire que ces voitures, elles sont dingues. J'espère que ce nouveau T5M vous a plu. Et si vous êtes encore là, c'est l'occasion de vous rappeler de cliquer sur le lien en description. Comme ça, on gagnera plein d'argent. On se paiera des TVR et on vous emmènera avec nous sur circuit. Chiche, deal. Comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à activer les notifications. Suivez-nous sur Instagram partout où vous pouvez. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Allez, ciao.